Si l'homme continue, l'homme disparaît et puis on retrouve un nouvel équilibre. Ouais. Alors il y a cette question aussi de la place de l'être humain qu'on voit directement, qui se pose. Bon, et là aussi, on revient sur des questions philosophiques. C'est la manière dont nous percevons Mm. l'environnement. Tu disais, ben, qu'est-ce qu'on préserve finalement? Moi, j'ai envie de dire, on préserve des choix. On ne préserve pas la nature. La nature n'a pas besoin de nous pour se préserver. En fait, cette opposition, comme tu le dis bien, entre homme-nature, c'est purement culturel. C'est parce qu'au bout d'un certain moment, on peut retracer ça au niveau historique, on s'est considéré comme étant à part. On connaît, j'ai envie de dire, la généalogie de cette idée-là. Le vivant a toujours changé. Des espèces sont apparues, d'autres ont disparu. Et ça, bien avant que l'humain n'existe. Ce qui est nouveau, par contre, ce n'est pas le changement lui-même, c'est que ce changement passe désormais par nous. En quelques siècles, nous avons appris à observer le vivant, à l'expliquer, à le protéger, mais aussi à l'altérer. Aujourd'hui, nous le modifions, nous le sélectionnons, nous le réconfigurons avec des outils qui n'existaient pas encore hier. Le futur, c'est aujourd'hui. Dans ce mouvement, notre place a changé. Nous ne sommes plus simplement une forme de vie parmi d'autres. Nous sommes carrément devenus facteurs d'évolution. Bienvenue à la période de l'Anthropocène. Cette émission explore ce déplacement. Comment le vivant a été pensé au fil du temps. Comment une éthique environnementale tente aujourd'hui de s'y ajuster. Et comment les technologies contemporaines bouleversent en profondeur ce que nous appelons encore la vie, qui a tendance à se robotiser de plus en plus. Pour penser ces transformations, nous avons invité 3 personnalités académiques. Yannick Moipé, philosophe des sciences, Florian Marion, métaphysicien, et Simon Vergote, bioéthicien. Je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et de découvrir des nouveaux épisodes de la revue Philo. C'est la pensée audacieuse qui nourrit votre curiosité. Alors, on va commencer avec une question un peu banale, facile, j'espère, puisqu'on va parler du vivant. Et je m'adresse à toi, Yannick, puisque c'est toi qui as également une formation de biologiste. C'est quoi le vivant? Alors, de prime abord, moi je dirais, est-ce que c'est simplement le fait de respirer? Ou déjà, c'est trop anthropocentré? Je dirais pas anthropocentré, mais le vivant, évidemment, c'est la question du biologiste. Et alors, évidemment, c'est aussi une ancienne, vieille question de philosophe, définir qu'est-ce que le vivant. Ben, le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de définition bien nette. Si je prends la casquette du biologiste, je dirais qu'on a un ensemble de propriétés qui permettent d'identifier, ou du moins de reconnaître le vivant, suivant certaines caractéristiques qu'on peut reprendre de façon soit plus spécifique ou particulière. Quand je dis spécifique, c'est-à-dire qu'on va dire, voilà, le vivant, globalement, il a un métabolisme. C'est un mot technique qui va nous préciser que voilà, il y a une consommation d'énergie, il y a une structuration de la matière qui nous permet quand même de façon très générale, alors là, pour le coup, c'est effectivement très général, de pouvoir définir le vivant. Après, évidemment, on peut aller plus loin. On peut avoir, je dirais, des caractéristiques qui sont plutôt d'ordre matériel. On va dire, le vivant sur Terre, du moins le vivant tel qu'on le connaît, il a des propriétés chimiques, une constitution chimique bien définie. Donc, on va parler d'une chimie du carbone. Donc, il y a vraiment toutes les molécules qui sont caractéristiques de toutes les entités biologiques sur Terre, avec des processus biochimiques plus ou moins bien identifiés qui nous permettent quand même de pouvoir reconnaître ce qui va faire le vivant. Mais c'est une forme de vie qui est liée à ce qu'on connaît sur Terre. Qu'on peut imaginer sur d'autres planètes, même si c'est de la spéculation, des organismes qu'on qualifierait de vivants, mais qui ne sont pas constitués de carbone, qui sont constitués de silicium ou une autre matière, va savoir quoi, Ouais. tant qu'ils consomment potentiellement de l'énergie. Alors, je dirais, il y a consommer l'énergie, mais il y a plein de choses qui consomment de l'énergie. Donc, c'est consommer l'énergie et c'est surtout structurer l'énergie. Parce que, je veux dire, le soleil, il consomme aussi de l'énergie. Mais sans entrer en des considérations trop techniques, mais je dirais que le vivant a vraiment cette particularité de pouvoir donner une certaine organisation matérielle et d'entretenir cette organisation par une activité. Le métabolisme, c'est vraiment ça. C'est vraiment entretenir une organisation. Notre corps, voilà, on a une forme bien particulière. Dans notre corps, on a des structures moléculaires qui sont bien particulières. Ces structures moléculaires, en elles-mêmes, qui font nos cellules, qui font nos tissus, etc., eh bien, la matière qu'ils constituent change tout le temps. Il y a un turnover en permanence. Mais par contre, ce qui se maintient, c'est vraiment la forme globale, c'est la structure globale. On peut vraiment imaginer, c'est une image que je fais là, c'est comme métaphore, un feu où on a toutes sortes de combustibles qui rentrent dans mon feu, là. Sauf que le feu, il a une forme qui varie, mais nous, on est une espèce de feu avec la forme qui se maintient plus ou moins. Évidemment, c'est une structure générale qui va se maintenir. Et là où je reviens sur ta question, tu disais, est-ce qu'on pourrait imaginer une forme de vie avec du silicium? Alors là,
tous les biologistes ou les biochimistes diraient oui et non, parce que quand même, de ce qu'on connaît de la vie sur Terre, il y a quand même des propriétés chimiques qui sont vraiment typiques et qui sont des déterminants. Ce que je veux dire par là, c'est que, alors si je veux rentrer dans des détails plus spécifiques à la biologie, on dira, ah oui, mais la vie, c'est aussi un système qui se reproduit, hein, cette forme se reproduit. Pour ça, il faut des molécules d'ADN, par exemple. Ben, l'ADN a des propriétés chimiques que peut-être, qui sont liées au carbone, et que tu ne pourrais peut-être pas forcément avoir si tu mettais à la place du silicium ou autre chose. Donc, il faut quand même être bien précis sur le fait que les constituants matériels vont quand même aussi déterminer la possibilité de la vie. On ne peut pas avoir n'importe quoi, en tout cas pas dans l'état actuel de nos connaissances, pour définir ou pour imaginer une autre forme de vie ailleurs dans l'univers. Je vais t'amener vers tes propres écrits, parce que tu m'as passé ton site internet Ouais. en préparation de cette émission, où justement, je pense que là, voilà, on traite un peu plus du caractère philosophique du vivant, parce que tu dis que le vivant, c'est avant tout, par-delà ces considérations techniques et matérielles, c'est ce qui s'individue. Alors là, le mot individuation, je ne vais pas refaire toute une étymologie du terme. On a beaucoup de choses à traiter, donc effectivement. Ouais, voilà. Mais par individuation, je veux dire, justement, je reviens sur cette prise de forme. C'est vraiment l'idée fondamentale de l'individuation, du moins dans ma thèse. C'est cette caractéristique propre au vivant de prendre une forme particulière. Alors, je fais dans ma thèse, justement, je ne vais pas dire une comparaison, mais je dirais qu'en biologie, de façon générale, on caractérise pendant un certain temps, du moins, la diversification du vivant. On va parler d'évolution. Comment les formes de vie se sont diversifiées. On connaît très bien la théorie de la sélection naturelle qui va permettre d'expliquer pas mal de choses là-dessus. Depuis un certain temps, on va dire que depuis la bonne moitié du XXe siècle, de plus en plus de gens en biologie théorique s'intéressent à cette question de la prise de forme. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un être vivant a justement cette unité. Alors il y a des théories qui sont liées à l'auto-organisation, hein, historiquement. Il y a des thèses comme l'autopoïèse avec Varela ou Maturana qui ont introduit ça dans les années 70. Et puis tout cela a été, je dirais, approfondi par toute une série de chercheurs. C'est vrai que ma thèse s'inscrit un petit peu là-dedans. Et donc, il faut vraiment retenir que cette question de l'individuation, c'est vraiment cette prise de forme, cette capacité, on va dire, d'auto-organisation du vivant. Dans des termes plus philosophiques, est-ce qu'on peut parler d'un vouloir vivre schopenhauerien, quelque chose qui veut se maintenir en place et qui, de fait, se distingue des autres? Alors, c'est là aussi où, dans ma réflexion philosophique, moi j'ai fait appel à un philosophe qui est Whitehead, Alfred North Whitehead, que je trouvais intéressant. Alors, il y a Whitehead et Georges Simondon. Parce que souvent, quand on parle de la vie, alors moi je me situe vraiment dans la réflexion philosophique, hein, on a cette vision de la vie comme étant une espèce de fonction de conservation. Vouloir se maintenir en vie, la vie ou la survie. Et en fait, en réfléchissant à partir de Simondon et de Whitehead, donc ces deux philosophes, bah, je me suis rendu compte que la vie, c'est pas seulement la conservation, c'est aussi l'expansion. C'est-à-dire que quand on voit les formes de vie sur Terre, c'est vrai qu'elles se maintiennent, mais en même temps, on se reproduit, on s'amplifie. Prenez une cellule, prenez une belle bactérie. Une bactérie en elle-même n'est pas, je dirais, une unité en tant que telle. Une bactérie, au bout d'un certain temps, elle va se diviser, elle va se multiplier. Elle ne fait pas que s'auto-conserver. Dans sa propre dynamique, dans ce qui fait qu'elle est une bactérie, c'est pas juste se maintenir. Elle est une bactérie parce qu'elle se multiplie, parce qu'elle s'amplifie. Tant que les ressources sont nécessaires, elle va se multiplier et s'amplifier. Le phénomène de la vie, c'est aussi l'amplification. Donc, je pense que là, il y a vraiment une réflexion justement philosophique à avoir sur le fait que le phénomène de la vie, ça va au-delà de ce vouloir vivre. Alors, c'est vrai que ça peut rejoindre le vouloir vivre ou le conatus de Spinoza, etc. Mais ça va au-delà de la conservation. On est vraiment sur une expansion aussi qui fait partie du phénomène du vivant. Alors, on va parler de ce phénomène dans une approche qui va mobiliser l'éthique, parce que il y a plusieurs vivants. Or, si ces différents vivants veulent se maximiser, il y a une compétition. Et c'est là qu'il y a potentiellement des choses intéressantes qui surviennent. Est-ce qu'un équilibre naturel existe, ou est-ce que ce ne sont que des équilibres qui sont temporaires à un moment, le résultat d'un statu quo entre des loups et des lapins, où on dit, oui, tiens, effectivement, ça c'est l'équilibre actuel, et que, en réalité, nous avons que des espèces qui cherchent chacun à se maximiser. Là, la question a une réponse facile. La réponse facile, c'est de dire que non, il y a une évolution géologique comme il y a une évolution biologique, et il n'y a aucun équilibre qui serait pérenne et qui ferait qu'un écosystème resterait le même pendant des millions d'années. C'est une illusion, ça n'arrive pas, etc. La question, c'est on va dire le rythme d'évolution.
si on a un écosystème qui était à peu près stable et qui, parce qu'il y a l'intervention d'une espèce incorporée ou des êtres humains qui agissent d'une manière ou d'une autre, et que ça accélère l'évolution dans un rythme qui est anormal d'un point de vue géologique ou biologique, là on peut dire que l'équilibre a été rompu. Et l'équilibre est toujours... Il n'y a pas d'équilibre en soi éternel, une nature éternelle, même sur une île. Mais tu parles de normalité. Pourquoi est-ce que l'intervention humaine serait plus péjorative ou qu'on la considérerait anormale à partir du moment que nous sommes une entité vivante ou une espèce vivante, au même titre que le loup, ou va savoir quelle autre espèce, en disant « Ah, mais tiens, le loup, non, tu as, par ton activité, changé quelque chose, mais toi, tu peux, mais nous, humains, on peut pas. » Là, la réponse, il faut distinguer l'activité humaine en soi et l'activité spécifique. C'est-à-dire qu'un être humain, par exemple, va perturber un environnement en introduisant des espèces naturelles. C'est ce qui arrive au stade, si vous allez dans n'importe quel étang, en Belgique ou ailleurs. Si dans un étang, vous incorporez des brochets, c'est des prédateurs, ils vont détruire tous les autres poissons. L'équilibre biologique de votre étang va décliner et va être modifié. On a d'autres exemples à plus grande échelle, l'introduction des ratons laveurs au Japon parce que les gens étaient fans d'un certain manga où il y avait un raton laveur qui était mignon. Les gens en ont voulu ensuite dans leur maison parce que c'était mignon. Ce sont des animaux sauvages. Ce ne sont pas des animaux domestiques. On les a relâchés en liberté. Ça a encore aujourd'hui un impact très très fort sur l'écosystème du Japon. Et notamment, le Japon investit des millions d'euros des milliards de yens plutôt, tous les ans pour chasser les ratons laveurs. Donc, on pourrait dire, ah oui, mais c'est l'activité humaine, parce que c'est l'être humain qui a introduit le raton laveur, mais ce qui perturbe l'écosystème, c'est l'introduction du raton laveur en soi ou l'introduction du brochet. Donc, il n'y a pas de question. Donc, la question de dire, ah oui, on pourrait dire, ah, c'est l'être humain qui serait responsable de ce qui arrive mal, mais alors que naturellement, quand on a des espèces prédatrices qui arrivent ou des espèces qui se reproduisent trop vite dans un nouveau écosystème, ces choses-là peuvent arriver naturellement. On peut avoir une espèce qui migre sans intervention humaine et perturbe un écosystème. Bien souvent, malheureusement, c'est l'être humain qui introduit ces espèces. Aujourd'hui, effectivement, on a des avions qui volent dans tous les coins de la Terre. Mais c'est un phénomène qui arrivait aussi auparavant et qui continue à arriver. La question de l'équilibre en écologie, c'est une question débattue. Et effectivement, il y a un volet philosophique, j'ai envie de dire un peu éthique aussi, qui donne un certain biais à la question de l'équilibre en écologie. On a cette vision, comme tu dis tout à l'heure, soit on a une nature où il y a une compétition, et alors on vient avec cette image de nature sauvage, agressive, où c'est la lutte de tous contre tous. C'est une caricature de Darwin. Et c'est bien une caricature de Darwin, je ne sais pas, c'est le darwinisme. Ou alors c'est la nature, jardin d'Éden, l'harmonie, tout se répond, je dirais, de manière pacifique. Alors, c'est ni l'un ni l'autre. Et effectivement, je dirais la question des équilibres, comme tu disais très bien, au niveau scientifique, ça n'a pas vraiment un certain sens. Donc, il y a des théories quand même, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de définition de la perturbation, il n'y a pas de théorie sur les stabilisations des écosystèmes. Il y a un modèle, je veux dire, qui est celui de Hollings, on ne rentre pas dans les détails, mais qui dit que voilà, les écosystèmes, ce sont des ensembles qui, par définition, sont dynamiques. Pourquoi? Tout simplement parce que les êtres vivants qui constituent les écosystèmes, je l'ai dit tout à l'heure, ont leur propre dynamique. Un arbre, prenons le cas ici de la forêt, je prends la forêt de Soignes, mais on l'a planté à Bruxelles, dans cette forêt, cette belle forêt, cette étrée cathédrale, comme on l'appelle. Alors, on l'a planté, date du XVIIIe siècle. Normalement, ce qui se développe à Bruxelles, c'est ce qu'on appelle une chênaie charmée. Donc, du chêne et du charme essentiellement. Au XVIIIe siècle, c'est l'époque des Autrichiens, on a décidé pour des raisons économiques de mettre du hêtre. Le hêtre, on a l'impression, quand on se promène dans cette forêt de Soignes, voilà, c'est une forêt accomplie, stable, et que voilà, on est dans un équilibre parfait. Pourquoi? Mais parce que le hêtre, dans sa dynamique, bloque tout le reste. C'est-à-dire que le hêtre lui-même crée de l'ombre, empêche, par exemple, le chêne ne se régénère qu'à la lumière. Donc il lui faut des espaces dégagés. Il ne peut pas se régénérer parce que le hêtre, il bloque tout. Il y a plein d'autres plantes qui ne se développent pas. Et du coup, il crée une stabilisation. Donc ça va nous donner l'impression que c'est stable. Mais pour quelle raison? Parce que c'est la stratégie de reproduction du hêtre. Les jeunes êtres ne se reproduisent ou ne se régénèrent qu'à l'ombre. Donc on voit ici un peu nos biais. On voit nos biais, on dit, on a cette vision-là parce qu'on a été habitué à un certain type de milieu. Et du coup, on pense que ça, c'est c'est la stabilité. Et si on introduit une nouvelle espèce, ça va tout perturber. Alors c'est une question qui se pose de manière très concrète. Cette question, on l'a dit, tu le dis très bien avec la question des espèces invasives. C'est très concret parce que d'une part, on se dit, voilà,
On a notre propre perception de ce qu'est un équilibre. Et je veux dire, au niveau sociétal aussi, hein, et les gens ont cette idée de ce que devrait être un bon milieu. Et en fait, il y a la réalité des écosystèmes qui n'est jamais équilibrée, qui est toujours en devenir, qui est toujours une dynamique qui se structure, qui peut changer. Il y a cette souplesse qui fait l'évolution aussi Mhm. Et, des milieux. et qui pose un gros problème en éthique environnementale, qui est la question de la préservation ou de la restauration des écosystèmes. C'est-à-dire que pendant longtemps, certains écologistes ont défendu l'idée que ce qu'il fallait, c'est enlever l'action humaine d'un écosystème pour le préserver. Mais comme vient de le dire Yannick, l'écosystème est dynamique. Donc, il peut y avoir des espèces invasives, il peut y avoir une nouvelle stabilité, etc. Donc, la question est, qu'est-ce qu'on veut préserver? Si on veut préserver un statu quo, c'est un peu illusoire. Mhm. Et de l'autre côté, l'autre alternative, c'est la restauration ou avec l'intervention humaine. Mais le problème, c'est à quel degré? Qu'est-ce que doit être l'action humaine sur l'environnement dans ces cas-là? Et euh, il y a plusieurs réponses. L'une des réponses qui est, on va dire, la plus commune est de dire qu'il faut éviter que l'interférence négative soit due à l'action humaine en elle-même et que l'être humain est lui-même une partie de la nature, donc que son action est tout à fait légitime dans une certaine mesure, etc. Mais donc la question initiale sur la question de l'équilibre, etc., ça a vraiment des grosses répercussions en éthique et pour la politique environnementale des pays. Puisque si on a l'idée qu'il existerait un équilibre naturel ou que l'action humaine est toujours perturbatrice, négativement perturbatrice, on irait vers des idées de préservation, de réserves naturelles, etc., qui ne sont... il y a des réserves naturelles, mais il n'y en a pas suffisamment, et qui sont illusoires, parce qu'en fait, une réserve naturelle, elle subit toujours le changement climatique, elle subit toujours la pollution, elle subit toujours un peu d'action humaine. À quel degré l'humain fait partie du vivant ou dans quelle mesure il peut vivre en harmonie avec le vivant? Je pense que ce sont des questions qui sont tout à fait pertinentes, qu'on abordera également. Mais je pense que le grand schisme qui a lieu, c'est lorsque l'humain amène à une artificialité des sols, mais aussi simplement donc de l'environnement, en bétonnant tout, où le vivant ne peut plus vivre que de façon artificielle, c'est-à-dire sous coupole humaine, à travers, et où, dans le pire des cas, on peut dire, ah oui, tiens, nous avons encore certaines espèces, mais par contre, elles ne peuvent survivre que dans des eaux, par exemple. Oui, mais c'est ce que disait Yannick sur les êtres dans le forêt de soigne. Les êtres ont exactement la même tendance à l'expansion que l'être humain, et on pourrait dire, ah bah les pauvres chênes, etc. L'être, il détruit tout, et il est négatif. Donc si la question porte sur l'être humain comme étant séparé de la nature et tout, je pense que non, il faut déjà dire que c'est une espèce parmi d'autres qui a un effet sur son environnement et qui peut avoir une responsabilité dans la préservation, ou du moins dans la sauvegarde d'une certaine diversité, etc. Et c'est ça qui le séparerait peut-être des autres espèces, Oui, éventuellement. Quoi. Mais le phénomène d'une espèce qui essaye d'être hégémonique sur certains environnements, c'est pas quelque chose de spécifique à l'être humain, comme l'a signalé Yannick tout à l'heure. Oui. Alors il y a cette question aussi de la place de l'être humain qu'on voit directement, hein, qui se pose. Bon, et là aussi, on revient sur des questions philosophiques. C'est la manière dont nous percevons l'environnement. Tu disais, qu'est-ce qu'on préserve finalement? Moi, j'ai envie de dire, on préserve des choix. On ne préserve pas la nature. La nature n'a pas besoin de nous pour se préserver. En fait, cette opposition, comme tu le dis bien, hein, entre homme-nature, c'est purement culturel. C'est parce qu'au bout d'un certain moment, on peut retracer ça au niveau historique, on s'est considéré comme étant à part. On connaît, j'ai envie de dire, la généalogie de cette idée-là. Pour ceux qui ne la connaissent pas, très brièvement, depuis quand la nature est à part? Je dirais qu'il suffit de... Enfin, je ne vais pas dire il suffit, mais je dirais qu'il y a des écrits comme Descola qui décrit bien un peu les différentes manières d'aborder la nature dans les différentes cultures, hein, du monde. Hein. Il a fait une série d'enquêtes. Il dit c'est vrai que quand on compare les perceptions de la nature entre différentes cultures et différentes civilisations, on peut dire qu'en Occident, on a cette spécificité de vraiment mettre à part l'être humain du reste de la nature. Et c'est une scission, on va dire, quasiment métaphysique, ontologique. Bon, on peut retracer, il y a plein d'auteurs qui ont écrit là-dessus. Mais en gros, c'est le progrès et l'industrialisation, ou au contraire, c'est Dieu, voilà. selon notre conception biblique, Voilà. qui a créé l'homme à son image. C'est pas la Bible, voilà, parce qu'au Moyen-Âge, la distinction n'existe pas trop. Voilà. Souvent, les écologistes parlent de l'époque moderne, donc de Descartes, de l'idée de l'animal-machine, etc. C'est ça. Et en même temps, c'est quelque chose qui est assez complexe, donc en soi, ça mériterait une émission, mais c'est un long processus qui a amené à cette scission entre l'homme et la nature de façon culturelle. Mais bon, c'est quelque chose dont on peut retracer, je dirais, le fil.
historique. Mais il est complexe. Hein. Je ne dirais pas que c'est la religion d'office. C'est vrai que la religion chrétienne Non, la a religion, une part. au contraire, la Mais religion voilà, chrétienne. on peut déjà en Oui, discuter. mais discutons-en, on discute. Voilà. Si des gens comme Val Plumwood ou Richard Routelet ou d'autres, ou Léopold ou n'importe quoi, choisissent l'époque moderne, c'est parce qu'on a vraiment une théorie de Descartes, un peu l'homme est juste un automate, c'est un peu fort, Ouais. un café. Mais parce que dans l'époque précédente, où l'idéologie est chrétienne, du moins en Occident, les animaux subissent des procès, on leur attribue une intentionnalité et on leur attribue un droit d'exister dans la création parce qu'ils étaient là avant l'être humain dans la Genèse. Dans la Genèse, l'être humain arrive après. Et donc l'être humain a bien sûr un rôle de gardien, mais il n'est pas séparé de la nature et on a tout le cas des procès à la fois d'objets et d'animaux au Moyen-Âge. Ouais. Ce qui disparaît à l'époque moderne. D'un point de vue politique, les animaux n'ont plus le même statut juridique, ça devient des biens que les gens possèdent, des biens domestiques, etc. Et donc là, on a un changement d'idéologie. Donc, philosophiquement, les gens aiment bien parler de Descartes ou d'autres philosophes modernes, mais on a aussi un changement juridique qu'on peut tracer. Donc, que ça soit le résultat d'un cheminement, soit, mais là, il y a vraiment une rupture très forte qui s'opère. Et cette rupture, j'ai envie de dire, elle acte quelque chose. Elle ne cause pas forcément, mais elle acte un changement dans la perception, dans la position de l'être humain par rapport au reste, on va dire, entre guillemets, de la création du vivant, quelque part. Le juridique, quelque part, il vient toujours acter des changements qui ont déjà eu lieu en amont. Ah oui, oui. Et donc, ça, c'est vraiment important de garder ça en ligne de compte, mais ça rappelle aussi la complexité de cette maturation qui fait qu'on arrive à l'époque moderne, effectivement, avec un Descartes, où il y a aussi un certain Bacon en Angleterre, qui vont vraiment affirmer cette scission. Mais il y a aussi, c'est non seulement affirmer une scission entre l'homme et la nature, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste un acte juridique, ce n'est pas juste non plus je dirais, une espèce de proposition philosophique, c'est aussi un devoir moral. Parce qu'au XVIIe siècle, il y a cette idée que si l'homme est à part de la nature, il est de sa responsabilité. En Angleterre, c'est quelque chose qui est vraiment très développé pour l'homme, d'être le gérant de la création. Il est à l'image de Dieu et il doit gérer la nature. Il y a cette idée de dominer la nature. C'est un devoir, c'est une responsabilité morale. Et d'ailleurs, la nature ne va avoir de sens que si elle est travaillée, si elle est modifiée, si elle est domestiquée. Donc, il y a vraiment cette culture, cette éthique du travail aussi qui est derrière et qui fait que depuis lors, ça a posé les jalons quelque part de la révolution industrielle. Il y a cette opposition qui est non seulement, je veux dire, philosophique, ontologique, mais qui n'est pas qu'un constat, qui induit un devoir éthique, une certaine morale, et qui est un peu aussi à l'origine de toute cette volonté de domination, d'exploitation, parce que la nature n'aura de sens que parce qu'elle est utile, que parce qu'elle est instrumentalisée. Et c'est toujours quelque chose qui est bien actuel, parce que, par exemple, quand on parle de pourquoi préserver des milieux naturels, il y a ce débat de l'utilité. Il y a des notions comme les services écosystémiques qui sont vraiment très utilisées dans le domaine de la gestion environnementale, de la politique environnementale, et qui, quelque part, ont hérité de cela. C'est-à-dire qu'un milieu naturel n'a de sens, n'a de valeur que parce qu'il nous est utile. Et s'il n'est pas utile, c'est difficile de justifier son maintien. Un exemple, c'est l'Amazonie qui serait le poumon du monde. Son but, c'est d'emmagasiner notre carbone et c'est pour ça qu'on devrait préserver l'Amazonie. Ce qui est clairement voir dans la nature une valeur instrumentale, pas une valeur intrinsèque dans les objets naturels, dans les écosystèmes ou les êtres vivants. Et ça, c'est une vraie question en éthique, tout simplement. C'est que, comme l'a dit Yannick, à l'époque moderne, avec Bacon et Descartes et ce qu'on voit dans les textes juridiques, tout simplement, on a l'idée d'une séparation de l'homme par rapport à la nature, et l'homme a une domination par rapport à la nature qui n'a plus qu'une valeur instrumentale pour l'homme. La nature est utile si elle sert aux intérêts humains, d'une manière ou d'une autre. Et elle sert les êtres humains pour des raisons à la fois pratiques, fournir du bois de construction, mais aussi pour des raisons théologiques. C'est le but de l'homme, Dieu l'a positionné là, pour faire fructifier les fruits de la nature. C'est ce qu'on trouve déjà dans la Genèse et qui a été réinterprété vraiment très fortement à l'époque. C'est ce que je voulais poser comme question, vraiment, est-ce qu'on a une partie de la Bible ou de l'Ancien Testament vraiment qui dit la nature est là pour te servir? La Genèse est très, en fait, la Genèse sert à la fois les défenseurs des animaux et on va dire de l'environnement au Moyen Âge, et sert à l'époque moderne et encore aujourd'hui les intérêts des gens qui disent que les climato-sceptiques ou autres qui disent que de toute façon la nature est là pour servir l'être humain, parce que c'est un texte ambigu. Je suppose que potentiellement on peut l'interpréter de deux façons différentes. C'est une création de Dieu
Il faut en prendre soin d'elle, mais effectivement, si l'homme est là pour, pas forcément pour l'exploiter, je pense que c'est quelque chose qui vient dans un deuxième temps, c'est parce que lui est à l'image de Dieu qui peut se permettre, mais c'est pas forcément son ambition première de exploite la nature, Dieu t'a créé pour l'exploiter. La Genèse est assez claire, il dit que l'homme doit faire fructifier la nature. En revanche, il arrive le 6e jour, il arrive pas il arrive après les animaux, quoi. Donc les autres ont une sorte d'antériorité et la terre leur appartient. L'argument des théologiens médiévaux et des juristes médiévaux, c'est de dire que l'homme est postérieur aux animaux, donc la terre appartient aussi aux animaux. Et ce qui est décidé dans les procès des animaux au Moyen-Âge, je disais que je ne parle pas vraiment de philo, c'est souvent... C'est de la philosophie, c'est l'histoire des idées. C'est souvent... c'est un ami, je le salue, qui me racontait ça, et c'est assez documenté. À un moment, dans un village, il y a... comment dirais-je, des sangsues qui commencent à envahir complètement un ruisseau. Ce qui est décidé, au final, ou pareil, ça arrive aussi avec des cas de grillons ou d'insectes invasifs qui détruisent les cultures. La décision qui est prise, c'est souvent de prendre, dans le champ, il y a telle partie qui sera réservée aux grillons ou aux autres animaux, parce qu'ils ont le droit de vivre, parce qu'ils étaient là avant nous, ils ont le droit, la terre leur appartient autant qu'à nous, etc. Mais ils ne doivent pas aller au-delà de leur parcelle, parce que sinon ils gênent nos intérêts. Bien sûr, les grillons n'ont pas grand-chose à faire. Mais la décision juridique, c'est quand même de dire les êtres non humains ont une valeur morale parce que ce sont des créatures de Dieu. Ce qui disparaît, comme Yannick l'a dit tout à l'heure, complètement à l'époque moderne où la nature est purement au service de l'être humain. Et ce qui pose beaucoup plus maintenant la question, du coup, de la valeur intrinsèque ou instrumentale de la nature. Si on prend le Moyen-Âge, et c'est pour ça que les écologistes ne parlent pas beaucoup du Moyen-Âge, ils parlent de l'époque moderne et comment il faut être post-moderne d'une certaine manière, ou post-moderne au sens de après la modernité, pas au sens de Derrida ou de Deleuze forcément. Tout simplement parce qu'au Moyen-Âge, les êtres non humains ont une valeur intrinsèque en tant que créatures de Dieu au même titre que l'être humain. Allez, on va dire que la laïcisation, etc., des discours à l'époque moderne et ensuite, fait que la valeur intrinsèque, la valeur morale, n'est portée que par l'être humain. Seul l'être humain est un sujet et un agent moral. Et donc, ça a posé des questions sur comment réattribuer à la nature une valeur qui ne serait pas une pure valeur, une valeur instrumentale. Donc, il y a des arguments philosophiques. L'un des arguments connus, assez connu et traduit en français, donc j'interpelle nos auditeurs sur un petit recueil qui est très utile pour tous ceux qui s'intéressent aux questions d'éthique environnementale, qui est le texte clé d'éthique environnementale, publié chez Vrin il y a déjà quelques années. Et dans ce recueil d'articles un peu classiques sur les questions, il y a notamment un article de Richard Silvan, ou Richard Routelet comme il s'appelait à l'époque, où il dessine une expérience de pensée, donc qui est un moyen d'argumentation classique en philosophie, qui s'appelle le dernier homme. L'idée du dernier homme, c'est de dire, admettons, vous êtes le dernier homme sur Terre. Tous les êtres humains ont disparu. Choix 1, vous passez votre temps à juste pleurer sur vos confrères et tout qui sont morts et à attendre la mort d'une manière passive. Choix numéro 2, vous dites, YOLO, je suis tout seul, je vais détruire tous les arbres, tuer tous les animaux, etc. Intuitivement, il semblerait qu'on juge les personnes qui fassent le choix numéro 2 comme agissant mal. D'un point de vue moral, ils agissent mal. Or, s'ils agissent mal, et que l'anthropocentrisme moral a raison, alors on n'a aucune explication. L'anthropocentrisme moral, qu'on trouve chez les auteurs classiques comme Kant, etc., c'est de dire que si vous ne nuisiez pas à un être humain, finalement, vous ne commettez rien de bon ni rien de mal. Or là, on a l'impression qu'on fait quelque chose de mal alors qu'on ne nuit pas à un être humain. Vous êtes le dernier homme sur Terre. Donc ça induit l'idée qu'on a une intuition assez forte pour dire que finalement, les objets naturels ont une valeur morale intrinsèque, pas simplement une valeur instrumentale. La question ensuite, c'est quelle valeur intrinsèque ils possèdent. Et là que c'est plus difficile, puisque souvent, pour attribuer une valeur, il faut un évaluateur. Et indépendamment de l'être humain, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'évaluateur pour les objets naturels. Donc on a plusieurs tentatives, on va dire en métaphysique écologique, ou par des philosophes de l'environnement. L'une des solutions les plus satisfaisantes, mais qui est aussi insatisfaisante, donc je vais d'abord expliquer pourquoi elle est satisfaisante et pourquoi elle ne l'est pas, c'est celle de Rolston, je crois que c'est James Rolston, donc, qui a écrit plusieurs textes en éthique environnementale, qui consiste à dire que si un objet se valorise lui-même, alors on peut lui attribuer une valeur intrinsèque. Et ça, on reprend typiquement le même argument que Kant. Kant nous dit pourquoi les êtres humains sont des fins en soi, parce qu'ils sont capables de se valoriser eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la raison, etc. L'idée de Rolston, c'est de dire que si on prend des animaux conscients, votre chien, n'importe quoi, il va pas se suicider. C'est-à-dire que dans une situation, etc., il ne va pas mettre en danger sa propre vie.
il va aussi chercher à se reproduire, etc. Donc il va se valoriser lui-même. Et on peut étendre ça par des petits gènes jusqu'aux plantes qui se valorisent parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'être, il va essayer d'aller le plus haut possible et d'étendre son feuillage, tout simplement pour produire de l'ombre, se reproduire et survivre. Donc ça c'est une vision biocentriste qui consiste à dire que, ou biocentrique, que tous les objets, tous les êtres vivants ont une valeur intrinsèque morale en soi parce qu'ils sont capables de se valoriser. Le problème, c'est que ça ne pose la question que des individus. Une plante particulière, un pissenlit ou un être individuel ou un chêne individuel a une valeur intrinsèque, mais pas l'écosystème en soi. Et actuellement, il me semble que les éthiciens de l'environnement et autres n'ont pas réellement de solution pour faire ce saut du biocentrisme jusqu'à, on va dire, l'écocentrisme ou autre. Et ça me fait penser aussi à cette question, les écrits de Canguilhem aussi sur le normal et le pathologique. Donc Canguilhem qui a pas mal en fait, réfléchi sur la question du vivant et qui, dans le normal et le pathologique, essaie de définir un petit peu comment on peut définir une maladie, une pathologie. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, il revient à cette question de la normativité. C'est-à-dire que le vivant, en fait, se réalise aussi en s'attribuant une certaine normativité, une certaine valeur dans son propre développement, d'une certaine façon. Et donc, c'est, je dirais, un point assez fondamental qui permet de caractériser le vivant. De la même façon, je dirais un peu différemment, mais Hans Jonas, aussi dans le phénomène de la vie, essaie aussi de s'interroger aussi sur cette spécificité philosophique du vivant et revient aussi sur la question de la normativité. Qu'est-ce qui fait qu'à un bout d'un moment, le vivant, dans son développement, se donne ou s'attribue une certaine, entre guillemets, finalité, hein, donc une certaine valeur dans sa propre réalisation. Donc c'est vrai, c'est une question qui revient. C'est en lien aussi avec la question de l'individu. Hein, effectivement, comme tu le dis, oui, quelque part, oui, le être se donne une valeur en tant qu'individu. Et c'est justement aussi la question, enfin ça, je reviens un petit peu sur ma réflexion dans ma thèse sur l'individuation, c'est que on revient justement, la question de l'individu en biologie, c'est assez délicat, parce que en fait, on s'aperçoit que c'est pas quelque chose, enfin, c'est pas une notion qui peut, je dirais, se vérifier pour tout ce qui est vivant. J'ai parlé de la cellule tout à l'heure. Finalement, où est l'individualité d'une cellule, de petite bactérie? Est-ce que c'est la bactérie ou est-ce que c'est toute la colonie dans sa dynamique? C'est pas toujours si facile que cela. Dans notre définition de l'individualité, on part souvent de nous-mêmes, hein. En fait, on part de notre propre modèle d'individu centré, etc., nous, êtres humains. Mais dès qu'on rentre dans d'autres formes de vie, il suffit de penser aux plantes. Et l'individualité d'une plante, c'est vraiment toute une question en soi, hein. Donc, quand je bouture, je prends une plante, je la coupe, je la mets dans un verre d'eau, ça redonne une nouvelle plante, et ainsi de suite. Mais l'individu est perdu. On connaît des cas. Il y a cette fameuse forêt de peupliers trembles là, qu'on appelle Pando, le plus grand organisme vivant. C'est une forêt de peupliers trembles, hein, en Amérique du Nord, qui est constituée en fait d'un seul et même individu, si je puis dire, des arbres qui ont drageonné, c'est-à-dire des expansions racinaires qui forment à chaque fois des nouveaux arbres. Donc c'est un individu ou ce sont des individus. Alors on peut dire, mais finalement c'est un individu puisqu'ils proviennent d'un seul arbre, ils sont tous connectés par les racines. Oui, mais en fait, il y a des études qui montrent qu'il y a des variations génétiques. Donc c'est flou cette notion d'individu. Et quelque part, ça devient une notion qui perd de sa pertinence si on veut la généraliser en biologie. D'où, effectivement, on peut revenir sur la question, tu dis très bien, éthique, hein, de dire, tiens, finalement, la question du biocentrisme qui accorde une valeur aux individus, c'est compliqué parce qu'en fait, même en biologie, la question de l'individu, elle est difficile, elle n'est pas nette, hein. Alors, et c'est là aussi qu'on peut revenir, et ça, John Bert Kellicott revient un peu là-dessus, sur la notion d'écocentrisme. Kellicott, qui est vraiment ce philosophe qui a un peu repris la question où est la valeur, je dirais, qu'on peut attribuer aux vivants. Est-ce que c'est aux individus? Est-ce que c'est à l'écosystème de façon générale? Alors, lui, il est plutôt adepte de l'idée que c'est à l'écosystème, mais en corrigeant quand même son prédécesseur, Aldo Leopold, en disant que c'est aussi une dynamique dans l'écosystème. Il y a vraiment cet aspect processuel et dynamique. Et donc, quelque part, la valeur, elle est dans la réalisation elle-même, dans la capacité des dynamiques de pouvoir se réaliser. Et ça, c'est vraiment un point important. Et je reviens, tu parlais tout à l'heure des équilibres des écosystèmes, en disant, tiens, voilà, est-ce que mon milieu est équilibré ou pas? Et ce qu'on constate, il y a une vraie réflexion qui existe aujourd'hui aussi en écologie théorique sur il y a des thèmes sur la question de la santé des écosystèmes. Est-ce qu'un écosystème peut être en bonne santé, hein, ou pas? Donc c'est aussi un débat, c'est quoi la santé d'un écosystème? Bon. Mais là aussi, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que, entre guillemets, la santé d'un écosystème, ça va être sur sa capacité, en tant que système, en tant qu'ensemble d'êtres vivants qui interagissent, de pouvoir réaliser correctement leur propre processus de structuration. Et c'est vrai que quelque part, quand on regarde l'impact que nous avons sur les milieux naturels,
qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? On empêche ou on bloque les dynamiques de structuration des communautés, par exemple végétales. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prends une forêt. La forêt, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément stable parce que ça bouge pas, ça évolue aussi tout le temps, des arbres qui meurent, s'éclaircissent, etc. Mais il y a ce qu'on appelle un cycle sylvogénétique, donc le cycle de régénération de l'ensemble des arbres. Donc c'est dynamique. Mais si je coupe tous les arbres, ok, ça pourrait se régénérer, mais on bloque la régénération. Donc on maintient, si on veut, la dynamique à un certain stade. C'est incapable, si je puis dire, d'aller plus loin. Ça reste bloqué parce qu'on maintient une perturbation de manière chronique, en fait. Et là, on peut effectivement voir une disparition d'espèces. Donc c'est vraiment, je dirais, un changement de perspective où on doit pouvoir à la fois se dire, oui, est-ce que c'est la valeur au niveau des individus? D'un point de vue biologique, c'est difficile. C'est quoi définir un individu? Est-ce que c'est des milieux stables? La stabilité, c'est difficile parce que ça évolue. Donc, il faut peut-être aussi aborder les choses de manière processuelle. J'ai un petit point de désaccord. C'est-à-dire que la notion d'individu, métaphysiquement, à la fois en biologie et en physique, notamment pour individuer 2 électrons sur un même atome, c'est pas facile d'utiliser des bons critères. Métaphysiquement, c'est étudié notamment par Jonathan Lowe. Je précise aussi que Calicot est très bien traduit en français. C'est assez étonnant d'ailleurs. Donc pour nos lecteurs, nos auditeurs francophones, ils peuvent se procurer ces ouvrages. Je ne sais plus chez quel éditeur. Ça se lit très bien aussi. Rolston est aussi traduit dans le texte que j'ai. Et Léopold aussi traduit. Oui, Léopold est traduit aussi. On trouve c'est très bien pour les lecteurs francophones. On les mettra dans la description et en commentaire de la vidéo. Voilà, les ressources sont disponibles. Les ressources sont disponibles. Donc, quand on parle d'auteurs, ils sont accessibles. Là où je suis en désaccord, c'est que la notion métaphysique d'individu, elle est compliquée à la fois en biologie, pour les raisons que Yannick vient de mentionner, et aussi en physique, notamment comment individuer des électrons dans un noyau d'hélium, autour d'un noyau d'hélium. On peut les compter, mais on ne peut pas réellement les individuer pour Y raison. Que la notion métaphysique d'individu, d'individuation ou d'identité soit vague n'est pas forcément un problème en éthique. C'est-à-dire que c'est pas grave d'avoir, je pense, un concept vague. Et quand on peut dire, on ne sait pas si c'est un seul individu dans la forêt, ou quand je fais une bouture, si c'est un seul individu ou un autre, on peut voir que les 2 morceaux de la bouture cherchent à s'autoréaliser, etc. Donc on peut avoir une notion vague d'individu pour le coup. Et donc ça ne change pas la question de la valeur morale ou éthique, je pense. En revanche, la question de individu environnement, un environnement étant, on va dire, un écosystème étant multispéciste, il y a plusieurs espèces. Donc la question de est-ce que c'est un seul être ou plusieurs êtres ou plusieurs chênes ou un seul chêne ou plusieurs roses ou n'importe quoi ou plusieurs grenouilles. Alors, on reviendra sur les grenouilles tout à l'heure, il me semble. C'est une question, l'individuation, c'est une question métaphysique, mais qui a un impact éthique quand même assez, que je qualifierais de négligeable. On n'est pas forcément d'accord là-dessus. Mais la question, c'est comment on arrive à attribuer de la valeur morale à un individu en rejoignant l'idée d'étendre les notions kantiennes de fin en soi aux plantes, etc. C'est ce que fait Rolston. Et ce avec quoi Calicot est d'accord. D'ailleurs, il dit que c'est l'un des grands gestes de Rolston. Et Rolston, comme Calicot, sont d'accord pour dire on a un problème pour le saut entre comment valoriser l'écosystème moralement. Donc, il me semble que Calicot n'a pas réellement d'argument pour dire qu'il faut accorder de la valeur à l'écosystème. C'est juste qu'il le prend pour acquis. Il dit, de toute façon, une éthique environnementale qui ne prend pas les écosystèmes comme possédant une valeur intrinsèque, c'est une écologie ou une théorie éthique, une éthique environnementale qui faillit, tout simplement. Parce que, par définition, l'éthique environnementale ne s'intéresse pas aux individus. Je vais faire une petite tentative et puis tu me diras ou vous me direz si c'est complètement à côté de la plaque, mais en parlant de cette valeur intrinsèque, parce qu'effectivement, j'entends que nous cherchons un peu des solutions a posteriori, de nous concilier, nous, avec la nature, en disant, voilà, comment est-ce que nous, on se pense comme humains, du coup, comment est-ce qu'on va penser la nature, et que c'est vraiment soit dériver une certaine logique, soit essayer de récupérer certaines de nos dérives en disant comment est-ce que je peux quand même respecter la nature. Mais si je vais vraiment aux fondements les plus primaires de notre perception du monde, et je vais parler d'esthétique plutôt que d'éthique, est-ce que parce que quand je pense à
à des personnes qui font attention à la nature et certaines sociétés qui organisent la nature différemment, c'est parce que la nature, comme tu dis, elle a une valeur différente, mais c'est à sa source. C'est-à-dire que la nature elle-même, elle est considérée comme étant belle, ou elle est considérée comme étant divine. Dans tous les cas, il y a quelque chose de plus transcendantal, peut-être ce que les films d'Avatar essaient de nous faire transmettre aussi. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de réagir vis-à-vis de ça. Le truc, c'est qu'une valeur esthétique, c'est beau, mais beaucoup de théories esthétiques disent que la valeur esthétique dépend de l'évaluateur. Donc si moi je trouve ça très beau une forêt, que quelqu'un trouve ça très beau une centrale nucléaire, on est à égalité, quoi. Oui, ça c'est un peu le problème. Donc, effectivement, attribuer une valeur esthétique à la nature, c'est bien, c'est joli, ça fait plaisir, on peut parler de mysticisme, etc. Ça ne sert strictement à rien d'un point de vue éthique. Ouais, moi, je suis C'est pas. bon. Ouais, je sais pas. Je sais pas Mais si au moins, j'ai un radical. avis tranché. Ouais, ouais, Vous voulez des avis tranchés. Bon, plus que ça sert à Voilà. rien. Bon, voilà. Voilà. Non, moi, je ne serais pas aussi radical. Pourquoi? Parce que moi, j'estime que alors, la valeur esthétique, effectivement, elle peut varier d'un individu. Toujours est-il qu'on a quand même ce sentiment de beau. Après, ce qu'on met dans le beau est très variable, comme tu le dis très bien. Et il n'y a pas forcément, je dirais, d'unanimité. Mais il y a quand même cette notion de beau. Alors, c'est vrai, on peut dire, ah, je peux trouver une centrale nucléaire, c'est très joli. Mais je trouve que c'est quand même un ressort intéressant. Je ne dis pas que c'est la solution. Mais pour moi, enfin, c'est tout à fait personnel, je trouve que c'est un ressort intéressant. Pourquoi? Parce que, par exemple, je prends le cas, et là aussi je parle d'une situation concrète, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la nature, qui font des formations naturalistes, et je salue d'ailleurs les collègues naturalistes, les cercles de naturalistes de Belgique, qui s'entendront. Mais pourquoi est-ce qu'ils font cela? Ben parce que je pense qu'ils ont un certain rapport esthétique à la nature. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils s'engagent d'une manière ou d'une autre dans la conservation aussi de la nature. Et je pense que cette question de la sensibilisation esthétique au vivant, à la vie, je ne vais pas dire qu'à la nature, c'est un élément important. Et comme je dis, on peut très bien, ça peut très bien varier, hein. Et je crois aussi que c'est un point assez particulier aussi à notre modernité, de ne pas tenir compte ou de laisser de côté cette valeur esthétique. Parce que si on revient, par exemple, même dans l'histoire en Europe, etc., moi, je suis toujours frappé, c'est une parenthèse que je fais, mais avec l'évolution des bâtiments religieux, les églises, etc. Et de constater qu'avec la modernité, les églises se sont vidées. Aujourd'hui, on fait des prières dans des garages. Alors que si on compare avec le Moyen Âge, on a des temples avec toutes des représentations, des vitraux. Le beau faisait entièrement partie du rapport religieux. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une notion de symbole, il y a quelque chose qui passe par l'affect. Hein, c'est vraiment l'affect. Et ça, c'est avec la modernité, bon, protestantisme, pas pour rien, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui a été évacué. Bon, il y a des raisons, hein. Et on peut dire on revient sur ce rapport fonctionnel, hein, à l'instrumentalisation de la nature. Ça a aussi évacué le rapport affectif à la nature. Ça l'a marginalisé. Et ça a marginalisé aussi, j'ai envie de dire, le rapport à la connaissance avec la nature. Et ça, c'est aussi lié à la modernité, hein. C'est-à-dire que l'affect ne fait plus partie de la connaissance, de la rationalité. Et là, on est loin des anciens, des Grecs, je pense à Platon. Donc, et ça, c'est vraiment, je dirais, une spécificité, mais je pense que ça porte aussi un problème, parce que à partir du moment où on enlève l'affect du rapport au monde, et on est dans un détachement affectif au monde, il ne faut pas s'étonner après qu'on le réduise à l'instrument, et qu'on puisse le saccager sans problème. Donc, je crois que c'est pas inintéressant de travailler cette question justement dans l'éthique. Pour moi, c'est une piste de réflexion dans l'éthique, parce que de fait, on voit que des gens s'engagent parce qu'ils ont ce rapport esthétique, affectif au vivant. Et je dis bien le vivant, pas qu'à la nature, parce que la nature, on va encore avoir cette idée de séparation. Non, c'est vraiment par rapport au vivant, à notre rapport au monde. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Effectivement, si je peux intervenir 2 secondes, c'est juste ça m'a fait penser vraiment à quelque chose. Tu parlais de la centrale nucléaire, le fait de trouver ça beau. Je vais reprendre l'exemple du cas de Tchernobyl. Hein, une centrale nucléaire, du béton partout, pas forcément beau esthétiquement. Bon, voilà, la catastrophe, on la connaît, mais la nature a repris ses droits dessus. Et donc, cette espèce d'élan qu'on peut retrouver chez les naturalistes de dire que waouh, la nature reprend ses droits sur le béton de Tchernobyl, il y a quelque chose, tu viens de le dire, du ressort de l'affect. Je trouve ça beau parce que la nature reprend ses droits sur quelque chose que je trouvais, entre guillemets, pas beau. Mais c'est pas beau dans l'absolu, mais c'est beau de voir la nature reprendre ses droits sur un site qu'on pouvait juger ou pas, beau ou pas. Et moi, je dirais que dans l'affect, si je peux me permettre, hein, il y a aussi cette idée d'identification. Parce que dans l'affect, il y a le fait que
c'est le vivant et ça nous met aussi en connexion parce que nous sommes vivants. Je veux dire, si la nature, entre guillemets, reprend ses droits, ça nous enseigne aussi sur nous-mêmes. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes en vie et que nous aussi, nous pouvons être abîmés d'une certaine manière. On peut être malade, estropié, etc. Mais on a cette capacité de pouvoir guérir d'une situation. La vie se réalise non pas seulement dans la nature, hein, mais elle se réalise d'abord aussi en nous, puisque nous sommes vivants. Donc, il y a vraiment dans l'affect cette relation intime, hein, entre la vie et la vie. Nous, en tant que vivants, qui nous reconnaissons dans d'autres formes de vie. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un point Je, important. je voudrais juste faire une distinction. Donc, ce que dit Simon et ce que dit Yannick, je suis assez d'accord de dire que la valeur esthétique peut avoir une valeur instrumentale au sens où elle peut amener vers la valeur éthique. C'est-à-dire les gens ont une expérience esthétique et en découle un comportement, un intérêt pour la défense de l'environnement et du coup des considérations qui sont d'ordre éthique. De même que le mysticisme de manière générale. Donc en soi, la valeur esthétique, je ne suis pas en train de la nier, que les gens aient une expérience esthétique, et c'est très bien. Ça mais je change pense, déjà son point de vue. ça change pas mon point de vue. Je pense que, oui, quand je disais ça ne sert à rien en éthique, non, ça peut amener à l'éthique. Par contre, la distinction qui est plus importante, c'est la distinction que je voudrais faire entre expérience esthétique et affect. Une expérience esthétique est un certain mode d'affect. Et en soi, j'ai tout à l'heure été critique en disant que si c'est ça la dernière solution de trouver de la beauté dans la nature et de dire que c'est pour ça qu'il faut la préserver, on n'est pas sorti de l'auberge. Ce qui était mon opinion, que je ne modifie pas. En revanche, l'affect est très important. Chez certains, parce qu'on a parlé de Kelly-Code, de Rolston, etc., et de grands noms de l'éthique environnementale, il y a d'autres éthiciens environnementaux. Je ne sais jamais comment on peut dire. Éthiciens environnementaux. Non, j'ai pas non plus de bonnes formules. Qui mettent l'affect au cœur du rapport de l'évaluation. C'est-à-dire que les choses ont une valeur parce qu'elles peuvent produire un affect chez les êtres qui les observent. À la fois les êtres juste sentants comme les animaux et les êtres humains. Il y a des auteurs comme ça qui sont pour ce qu'on appelle, j'essaie de traduire en anglais, la Deep Green, je ne veux pas traduire du coup, Deep Green Theory en éthique, qui est une théorie d'obédience anarchiste et qui consiste à dire que, donc c'est Richard Sylvan encore une fois, mais aussi Bennett et d'autres gens, qui défendent que la nature, l'expérience du dernier homme dont j'ai parlé tout à l'heure montre que la nature ou les objets naturels, les objets non humains ont une valeur intrinsèque. Et cette valeur intrinsèque, comment on l'appréhende tout simplement par des sensations qui reviennent à des vieilles théories sensualistes comme celle de Bentham, Hume ou j'arrive jamais à prendre Shaftesbury, mais je ne sais pas si je le prononce bien, Shaftesbury. Enfin bref, les sentimentalistes écossais, Adam Smith aussi. Et ils reprennent un peu cette idée que l'affect est vraiment important, puisque c'est ça qui ne nous permet pas d'attribuer de la valeur, mais de reconnaître la valeur. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas forcément la valeur esthétique. Donc, je voulais juste faire une distinction. Je suis d'accord pour tout Enfin, je suis d'accord. Je n'ai pas raison d'être d'accord. Mais je pense que l'affect a un rôle très important pour l'éthique environnementale, parce que ce qui amène les gens à s'intéresser déjà au sujet, c'est souvent des questions d'affect. Et puis on pourra peut-être se mettre d'accord que c'est peut-être un peu du tout dans le sens où il est peut-être vain de chercher une sorte de théorie du tout comme on cherche en physique. Parmi ces mêmes arguments, que des arguments différents vont parler à différentes personnes. Oui. C'est-à-dire que des personnes vont dire « Ah oui, mais en fait, effectivement, moi je suis absolument convaincu parce que je suis plus pragmatique, utilitariste, l'autre est plus esthétique et mystique. » Là, je peux me permettre, c'est vrai. Ça, c'est vraiment parce que le réel est par définition complexe, donc il faut admettre cette complexité du réel. Il n'y a pas une seule réponse toute faite et qui est géniale, même si tout le monde aimerait bien, mais ce n'est pas le cas. Mais d'un autre côté, ce que tu dis, il faut quand même aussi le nuancer, il faut quand même garder une certaine cohérence. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un souci de cohérence, de dire, bon, il y en a qui préféreront, je sais pas, être plutôt utilitaristes, d'autres qui vont dire, c'est plutôt le côté esthétique, et d'autres qui vont dire... Il y a, je dirais, différents niveaux, en fait. C'est différents niveaux, et je dirais aussi différents moments. Donc, par exemple, effectivement, dans les questions de la valeur, parce qu'on discute de la valeur comme ça qu'on peut attribuer aux vivants, voilà. Il y a des moments. Le premier moment, c'est effectivement cette notion d'affect, cette reconnaissance. C'est vraiment le premier moment de reconnaissance. Mais évidemment, il ne suffit pas. Quelque part, il faut aller au-delà. Mais il est nécessaire. Il est vraiment nécessaire de pouvoir, justement, à un moment donné, un peu avoir j'ai envie de dire, un espèce d'éveil, d'une certaine manière, au sens propre du terme. Et cet éveil, il passe par l'affect, d'une certaine façon.
Et puis après, voilà, on va plus loin, on peut avoir une réflexion qui peut être aller vers des considérations un peu plus peut-être conceptuelles, parce qu'il va falloir dire, bah, tiens, effectivement, comment est-ce qu'on va mettre au point une réflexion pour protéger ou pas, ou qu'est-ce qu'on va faire exactement. Donc c'est vraiment, je pense, étape par étape, et là, on peut effectivement se servir de différents outils conceptuels. Hein. Mais il faut vraiment voir les choses, j'ai envie de dire, suivant la complexité à la fois du réel et les moments au cours desquels on peut alors, je dirais, appliquer telle ou telle conception. Et pardon, excuse-moi. Tout Et si, Simon. et si effectivement au début il y a l'affect, moi je trouve que c'est très intéressant et on fait, je crois, surtout ça dans le cadre éthique, c'est de savoir de quoi on parle. Mhm. Hein. Est-ce qu'on regarde la nature avec les lunettes d'un biologiste? Peut-être. Est-ce qu'on regarde la nature avec avec les yeux d'un bioéthiciste? Peut-être. Mais peut-être que tout ça risquerait de concorder. Mais il faut savoir aussi de quoi on parle quand on aborde la nature. Je crois que c'est vraiment important parce que sinon, après, il y a tous les autres discours qui n'ont rien à voir et qui ne rentrent pas dans le sujet Mhm. dans lequel on traite. Ça, je crois que c'est important. Oui, et puis un autre problème vers lequel je pointe, c'est que avoir une position pluraliste sur les idées, on peut être plusieurs à avoir le même but. Je sais pas, être d'accord pour ne pas construire une autoroute, mais on peut défendre des justifications différentes. C'est très bien quand on arrive à ce que l'autoroute soit pas construite. Je pense que tu fais allusion à un cas bien Un cas précis. un cas- On ne voit pas duquel, parce qu'on ne politique pas. Mais j'adore le cassoulet. Et donc, c'est très bien quand le résultat, sur le moment, tout le monde on avait des opinions différentes, des justifications différentes, et on arrive au même résultat. Mais bien souvent, ce qui arrive, c'est que les justifications qu'on utilise une fois pour une lutte, on va les utiliser pour d'autres luttes. Et par exemple, il peut arriver que les arguments de type esthétique, voilà, ou les arguments de type éthique environnementale, il faut protéger un écosystème, aillent de pair avec des arguments purement économiques. C'est déjà arrivé. En Australie, il y a eu un plan, à un moment, pour abattre les forêts primaires et construire du bois de construction. Ça ne s'est pas fait. Pour quelle raison? Parce que les gens ont argumenté d'un point de vue économique en disant économiquement, les forêts primaires produisent plus de richesses que le bête bois de construction. Enfin, pas le bel bois de construction. Et donc, on a eu des arguments économiques. Et là, ça a marché. Donc, tout le monde est content. Mais bien souvent, ces justifications qui ont été convergentes à un moment seront divergentes à un autre. Donc c'est très important, et c'est pour ça, là c'est quand même la place de la philosophie. C'est quand même bien, on arrive à un moment où on discute de la place de la philosophie. Bon, en fait, on est là-dedans. Hein. C'est que conceptuellement, c'est important de savoir à quoi on attribue les valeurs, si on est plutôt utilitariste ou plutôt déontologiste, etc. Puisqu'il y a des moments, des situations où on diverge. Toutes les théories morales, tous les spécialistes en morale aiment bien se faire plaisir avec le dilemme du tramway ou plein de cas où nos intuitions morales changent et selon les théories morales qu'on accepte, alors il y a des divergences. Et c'est d'autant plus important, il me semble, en éthique environnementale, parce que c'est un impact direct et qu'il est question quand même, parce qu'on est bien gentil, on en parle un peu théoriquement là, mais il est question de notre survie, il est question aussi de nos valeurs personnelles. Je pense qu'ici on est à peu près tous d'accord pour dire qu'on aime bien les arbres. Mais j'ai envie de dire, concrètement, quand les gens doivent défendre, on a plein de situations comme ça à Bruxelles, hein, où des collectifs s'organisent pour défendre des milieux naturels. Ici, je pense... Je vais discuter avec des gens, par exemple, il y a le marais du Bistebroek à Anderlecht, qui est une friche humide où des gens essayent de défendre la zone. Je pense au bois de la Grappe à Forêt. Il y a toutes sortes d'arguments. Et il y a des arguments qui sont liés au contexte. Les gens défendent ces milieux parce qu'ils ont ce rapport affectif au milieu. Mais c'est clair que s'ils vont devant, je sais pas moi, un conseil d'État, s'ils doivent défendre ça devant les politiques, l'argument affectif ne tient pas. Donc, on doit venir avec des arguments qui sont dans un langage. Donc, on va venir avec des raisons qui peuvent être qui seront d'une manière ou d'une autre utilitaires. On va parler de services écosystémiques. Le marais, il va pouvoir permettre de créer un espace vert accessible aux gens. Donc, on doit penser à ça. Ou alors de limiter, en tout cas de réguler les risques d'inondation. Donc, on est dans considération purement utilitaire. Et il y a cette pluralité, mais cette pluralité de raisons pour lesquelles on peut préserver des milieux naturels qui sont autant d'arguments, mais qui sont des moyens. Et qui sont aussi des moyens de langage. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul à décider de la valeur d'un site, on n'est pas tout seul à décider de protéger un site, on est dans un milieu social avec des interactions sociales et que ces interactions sociales exigent une certaine formulation, un certain langage, une certaine logique, même une certaine approche éthique, même si parfois on n'est pas d'accord avec celle-là sur le fond. On peut discuter sur le rapport instrumental, mais il est nécessaire quand même.
On va refaire un petit lien, si vous le permettez, avec le début Ouais. de ce qu'on racontait. Ouais. On parlait justement de la nature, sauf que, n'oublions pas, on parle avant tout du vivant. Et on a Simon qui s'intéresse justement aux xénobots, qui est un secteur d'activité qui brouille justement toutes les pistes. Tu me corrigeras, hein, et je te laisserai approfondir. Hein. Les xénobots sont des robots, on a le bot du mot, mais par contre, c'est de la matière organique qui est programmée avec l'intelligence artificielle pour agir sur le corps. Alors là, on passe effectivement de l'éthique un peu environnementale à, entre guillemets, de la bioéthique, puisque je m'intéresse plutôt dans ce contexte-là à la bioéthique. Alors avec les xénobots, effectivement, les tout premiers robots vivants, c'est quand même quelque chose qui n'était jamais arrivé avant. Première chose, en fait, ça a été généré totalement par l'informatique et par l'intelligence artificielle. Et donc, cette intelligence artificielle a créé des modèles, qu'on appelle des modèles in silico, qui ont été retraduits avec des entités biologiques. Alors, le mot xénobot, donc ça vient de xéno, une petite grenouille qui s'appelle le Xenopus laevis, hein, dont on a pris des cellules souches embryonnaires. Et avec ces cellules souches embryonnaires de peau et de cœur, on a essayé de reconstruire les designs qui avaient été émis par l'intelligence artificielle. Alors effectivement, comme tu viens de le souligner, Michael, ben, la frontière entre le vivant et le non-vivant, ben, elle est de plus en plus mince, voire même un peu ambiguë. Et on est d'accord, il n'y a aucune partie électronique dedans. Alors, il n'y a aucune partie électronique dedans. C'est le tout premier robot vivant entièrement fait avec de la matière, entre guillemets, vivante. Alors ici, si je reviens au concept du vivant, c'est un peu particulier parce qu'en fait, on ne prend pas le vivant tel qu'on peut... on ne prend pas l'animal en entier. On prend vraiment des cellules souches embryonnaires, donc c'est vraiment des entités vraiment au début de la vie. Alors effectivement, c'est un robot vivant parce que ces entités bougent, se meuvent, hein, les cellules cardiaques se meuvent, mais on retrouve ici vraiment, il y a vraiment une ambiguïté par rapport à ce qui est vivant et pas vivant. Parce qu'en fait, on peut dire qu'on a devant nous une entité qui est vivante, mais qui n'est pas vivante à la fois, parce qu'elle ne correspond pas à un processus d'évolution. On parlait de Darwin tout à l'heure. Elles sont retirées de leur processus d'évolution pour donner... Moi, j'aurais peut-être juste une question, si je peux me permettre, dans ce que tu dis. Le côté vivant, je le vois bien. Par contre, j'aimerais que tu peux un peu préciser le côté non-vivant. En quoi il consiste exactement? Alors, le côté non-vivant, c'est tout un programme informatique qui a été fait. Donc, il y a un logiciel qu'on appelle VoxCAD, qui est ce qu'on appelle un progiciel en langage informatique. Un progiciel, c'est un environnement informatique à partir duquel on peut créer des logiciels, c'est-à-dire on peut transformer ce progiciel en logiciel. Hein. C'est exactement le même progiciel utilisé pour Minecraft, qui est très en vogue chez les jeunes, hein, avec ces espèces de petits cubes. Et en fait, ce qu'ont fait les ingénieurs, ils ont agencé des petits cubes et les ont fait bouger dans l'espace, hein, en simulant ces cellules souches embryonnaires de peau et ces cellules souches embryonnaires cardiaques. Et donc, dans l'environnement, ils ont vu qu'il y avait des résultats très probants. Et donc, ils ont fait utiliser l'intelligence artificielle, ils ont utilisé des algorithmes évolutifs, hein, qui est un autre type d'algorithme qui n'est pas celui de ChatGPT, etc. Et avec cet algorithme évolutif, ils ont donné en fait un but précis à cet ensemble de petits carrés en leur disant, ben voilà, cherche-moi par exemple le meilleur modèle qui permettra une meilleure locomotion, par exemple, hein, sur une distance euclidienne. Ah ben, quel chemin sera parcouru le plus vite possible avec un ensemble défini de carrés. Et donc, oui. Et en fait, à travers des expérimentations, je dirais, de pensée, donc des calculs, ils sont en train de tester des hypothèses pour arriver à faire réagir ces cellules d'une certaine façon pour qu'au bout du compte, on les a adaptées et éduquées pour agir d'une façon que dans un deuxième temps, on peut les reprendre dans le corps et pour qu'ils agissent dans le cadre d'une fonction bien précise. Tout à fait. Donc, c'est de l'évolution, c'est un processus
oui, d'évolution telle qu'on l'a dans la biologie, mais qui est dirigée dès le début. Alors effectivement, il est dirigé dès le début, parce qu'à partir du moment où dans l'environnement informatique, on va chercher le meilleur modèle pour la locomotion, on va essayer de le recréer de manière avec des cellules vivantes. Et on va voir, et donc les chercheurs ont vu effectivement qu'il y avait quelques paramètres à réagencer, parce que la réalité informatique n'est pas la réalité biologique. Et je voudrais aller un peu plus loin. La réalité biologique, en fait, a surpris tout le monde. Parce qu'en fait, les premiers xénobots, non seulement correspondaient au modèle informatique, bon, il a fallu faire quelques ajustements matériels, j'ai envie de dire, mais on a remarqué que dans la boîte de pétri dans laquelle on a observé les premiers xénobots, ils étaient capables de comportements tout à fait étonnants. Hein, il y a le xénobot 2.0 qui se déplace dans la boîte de pétri et le 3.0 qui est capable en fait de réunir, hein, dans cette boîte de pétri toutes les protéines alentour et de créer carrément une deuxième génération de xénobots. Hein. Donc vous avez un modèle en particulier dans le xénobot 3.0 qui ressemble à cette figure qu'on connaît de Pac-Man. Hein, donc je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu des années 80 qui englobe, voilà, qui mange des petits ronds. Et ben là, en créant ce xénobot particulier en forme de Pac-Man, on a remarqué que dans cette boîte de pétri où il y avait des protéines qui se baladaient, ils ont réussi en fait d'elles-mêmes à rassembler ces protéines et donc de créer, entre guillemets, une deuxième génération de xénobots. Et ces comportements particuliers de réassemblement, ça n'était pas prévu au départ dans l'environnement informatique. Et donc, le point qui me paraît important ici, concernant le vivant et non vivant, c'est que même en prenant des cellules qu'on qualifierait de vivantes, à première vue, puisque les cellules souches embryonnaires du cœur, c'est censé devenir le cœur de la grenouille, les cellules souches embryonnaires de la peau, c'est censé devenir la peau de la grenouille, et bien quand on les extrait d'un processus évolutif et biologique, ben on remarque que ces cellules ont un comportement tout à fait différent, qui n'ont rien à voir avec un comportement de Ouais. grenouille. Là, je ferai quand même une remarque. Je ne suis pas expert en xénobot, mais de ce que je peux du moins comprendre, je reviendrai sur les. J'ai parlé tout à l'heure de la notion d'auto-organisation, et de ce qu'on appelle la circularité des contraintes. Donc, il y a des théories bien développées par des écoles de scientifiques qui parlent, il y a des noms comme Stuart Kaufmann par exemple, en dans les détails, qui parlent d'une circularité processus-contrainte. Et j'ai parlé d'individuation tout à l'heure, dans les conditions de prise de forme du vivant, par exemple la morphogenèse, donc le fait qu'il y ait un développement embryonnaire, hein, donc à partir d'une cellule initiale, hein, le zygote, il va former, je dirais, les différents organes, et puis l'embryon et un nouvel individu. Alors pendant longtemps, on a considéré qu'il n'y avait que, je dirais, le patrimoine génétique qui était déterminant, une information génétique dans les gènes qui va, comme un programme, définir ce que chaque cellule va constituer dans le futur individu, dans le futur organisme. On s'aperçoit que c'est un petit peu plus complexe que ça. Aujourd'hui, je pense que la biologie moléculaire, l'embryologie, etc., ont beaucoup progressé. Et on se rend compte que l'information nécessaire à la constitution d'un embryon, d'un organisme, d'un individu, c'est non seulement le patrimoine génétique, mais c'est aussi un ensemble de contraintes environnementales, par exemple, ne serait-ce que la gravité, mais aussi les interactions entre cellules elles-mêmes, les communications entre cellules elles-mêmes, qui créent des micro-environnements. C'est très studié aussi pour les générations des cancers, qui créent des micro-environnements qui vont contribuer à cette morphogenèse, à ce développement embryonnaire. Donc, dans l'information biologique, on sait que bien sûr, il y a l'information contenue dans les gènes, mais il y a aussi ces contraintes environnementales. Et donc, la notion de contrainte reprend un petit peu l'ensemble des informations nécessaires à la prise de forme d'un organisme vivant ou d'une entité ou d'un système biologique. Et dans ce que tu me dis là, moi, ça me donne cette impression, effectivement, qu'est-ce qu'on exploite quand on fait des xénobots? Ben, c'est ce processus, cette circularité, processus contrainte. Sauf qu'on va remplacer les contraintes développementales de ces cellules, par exemple, cellules du xénobe. Alors, le xénobe, c'est vrai que c'est un animal, c'est un modèle de laboratoire, hein, donc c'est comme les souris. Il est très utilisé en biologie du développement depuis longtemps. Et donc, ces cellules, des cellules embryonnaires, des cellules souches, ben, on connaît plus ou moins les trajets, je veux dire, de différenciation, le fait qu'une cellule, je dirais, embryonnaire devienne une cellule, je sais pas, de muscle, de cœur, neurones, et ainsi de suite.
Et ce qu'on exploite, si je comprends bien, c'est un peu cela, d'une certaine façon. Et le programme informatique, ou en tout cas ce que l'intelligence artificielle ou un algorithme peut faire, on me corrigera, hein, mais c'est vraiment peut-être jouer avec l'ensemble de ces contraintes. Ça, c'est de l'information, les contraintes. Donc, on peut numériser, j'ai envie de dire, cette information. On peut dire, tiens, s'il y a telle pression nécessaire, telle pression mécanique nécessaire, tel cocktail moléculaire qui joue le rôle de messager chimique dans la différenciation, tout cela peut je dirais, c'est une information que l'on peut numériser, programmer, etc. Numériser en plus du patrimoine génétique. Et donc, effectivement, on peut orienter, je dirais, l'activité, les processus de différenciation normale de la cellule et effectivement aboutir à des choses intéressantes. Du moins, c'est ce que je comprends de ce que tu me dis. Oui, il y a un autre facteur qui est aussi très important, c'est l'algorithme utilisé. Mhm. En fait, on travaille avec des algorithmes évolutifs. Et travailler avec des algorithmes évolutifs, ça ne veut pas dire autant avoir la réponse du modèle. Par exemple, le modèle qui est le meilleur pour la locomotion, il y a des millions et des milliards de possibilités. C'est ce modèle-là qui est dégagé, mais ce n'est pas un modèle absolu. Ouais. C'est un modèle qui peut aider. Mais quand tu dis évolutif, dans l'algorithme évolutif, tu veux dire que est-ce que c'est l'algorithme de ton intelligence artificielle qui va mener à des informations qui vont induire le comportement cellulaire qui va pouvoir lui-même évoluer? Ou est-ce que, c'est une question que je pose, hein, est-ce que c'est l'interaction des cellules avec ton algorithme qui fait qu'on a une évolution? Ça, c'est un truc que j'aimerais comprendre. Dans les algorithmes, on utilise ce qu'on appelle les optimisations de fonctions. On va essayer de se rapprocher au plus de ce qu'on veut faire. Alors, ça pose certains problèmes, notamment générationnels. Donc, à partir du moment où on a des millions et des milliards de possibilités, la machine, en fait, elle doit tout classer pour arriver au modèle ultime. De temps en temps, ce modèle n'arrive pas au modèle ultime, ou bien on n'est pas content du résultat. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise une technique... on jette à la poubelle, on supprime... Ça s'appelle l'âge Pareto Fitness Optimization, c'est-à-dire qu'on revient quelques générations en arrière, qu'on réintroduit un autre système pour pouvoir contourner l'optimisation de fonctions qu'on n'avait pas eu avant. Donc ça, c'est un processus assez, je trouve, assez révolutionnaire. Mais on n'arrivera jamais au modèle qu'on veut. Et ça, c'est la première... Donc, on a beau avoir un modèle qui définira ce que c'est que la locomotion, par exemple, mais ce ne sera pas le modèle absolu. Et ça, c'est la première barrière. Et la deuxième barrière, c'est le vivant. À partir du moment où on travaille avec du vivant, il y a toute une série de paramètres qu'on n'a peut-être pas encore posés dans la machine, que le vivant, en fait, va nous apprendre. Et c'est pour ça aussi que l'étude des xénobots est très intéressante, aussi pour les chercheurs. C'est de savoir comment se comportent ces cellules, essayer de comprendre au mieux comment se comporte une cellule. Et là, on revient effectivement à ce que tu avais dit avant, de vraiment en ajoutant des contraintes. C'est toute une série de contraintes en fait, qu'on met à ces cellules. J'ai ici deux petites questions à trancher pour avoir votre avis dessus. C'est ces cellules qui ont été grandies dans un labo, qui peuvent être effectivement très simples, très primitives aujourd'hui dans leur fonction, même si potentiellement demain elles peuvent devenir de plus en plus complexes. Et nous avons d'ailleurs assez récemment des premières tentatives de créer des ordinateurs qu'on appelle organoïdes, qui sont des ordinateurs qui ne fonctionnent plus par un assemblage de matière, mais qui sont constitués 100% par des cellules, par des cellules vivantes, en vue de pouvoir traiter de l'information. Alors bien entendu, ce n'est pas un être, ou du moins aujourd'hui, un organisme qui est indépendant, mais dans quelle mesure est-ce que ces tentatives, malgré le fait qu'on les a créées, peuvent être considérées comme du vivant et rentreraient dans ce cadre à une valeur intrinsèque. Et ce sont des questions qui peuvent sembler bêtes, mais lorsqu'on compare ça à des espèces de chiens qu'on crée de toutes pièces qui n'existaient pas, de toutes pièces, c'est-à-dire nous faisons des assemblages génétiques mais qui n'existaient pas tels quels dans la nature, et pourtant ils sont vivants, ils sont là, on va dire oui mais il faut le respecter parce qu'aujourd'hui il est là. Donc ou si on clone, là aussi on a quelque chose, bon, sauf que génétiquement c'est déjà beaucoup plus proche, mais la question de l'artificialité de la vie, de la valeur parce qu'on l'a créée, est-ce qu'elle vaut au même titre du vivant? J'ai une réponse assez simple. Si vous êtes biocentrique, comme la théorie de Rolston que j'ai sortie tout à l'heure, la réponse est oui, si cette chose se valorise elle-même. Et ça nous renvoie à un cas beaucoup plus ancien,
dans la littérature, qui est le cas de Frankenstein, tout simplement, quoi. Mm. Et personne ne dirait que Frankenstein n'a aucune valeur morale parce qu'il est fabriqué. Je veux dire, on ne remet pas en cause la valeur morale de son comportement, si c'est un sujet moral ou autre, parce qu'il a été, c'est le produit d'une fabrication. Donc, je ne pense pas que mais je pense que tu ne seras peut-être pas forcément d'accord sur ce point. En bon whitehédien, tu ne seras peut-être pas forcément d'accord sur ce point, mais je pense que le processus de fabrication, en soi, qu'il soit artificiel ou naturel, n'est pas quelque chose qui donne ou retire de la valeur, parce que ça serait très problématique aussi pour des cas éthiques qui n'ont rien à voir avec l'éthique environnementale, qui sont les cas des naissances in vitro, enfin bref, de plein de cas qui existent, ou du clonage ou autres, qui sont des cas qui ont existé et existent aussi. Par exemple, je n'ai pas d'exemple particulier, mais il me semble que dans tous les cas de clonage qu'on a eu déjà, et dans les cas des fécondations in vitro et autres, on n'attribue pas de moins de valeur morale aux rejetons, enfin aux nourrissons. Peut-être Justement, il y a un article. On a compris. Il y a un article très intéressant que j'ai pu lire de Bernard Barchi, qui est professeur à l'Université de Genève, qui ça s'intitule Statut moral des êtres vivants. Et là-dedans, il revient sur les valeurs qu'on avait développées ici avant, les valeurs intrinsèques d'un individu, d'un être vivant, selon les principes kantiens. Et effectivement, il ne voyait pas, en fait, à partir du moment, l'exemple que tu viens de dire, par exemple, avec les fécondations in vitro, il ne voyait pas il voyait pas d'inconvénient, parce qu'on se considère le statut moral de quelqu'un ou d'un être vivant. Exemple, si par exemple, moi, on me met des xénobots, et qu'on soigne une partie de mon corps, etc., je ne vois pas pourquoi je devrais changer de valeur intrinsèque. Donc, effectivement, et donc à la fin de cet article, il prenait effectivement qu'à partir du moment, ça dépend de ce que nous, à qui on est confronté. Tu parlais de Frankenstein tout à l'heure, bah oui, on ne va pas lui retirer entièrement ce statut moral parce que il est difforme et qu'il est différent. C'est quand même une entité vivante. Oui. Mais là, comme tu dis, effectivement, c'est vraiment une question, comme pour le biocentrisme, de la valeur que le système biologique se donne d'une certaine façon. Et alors, sur la question des organoïdes dont tu parles tout à l'heure, tiens, dans quelle mesure voilà, ils sont vivants. Alors oui, ils sont vivants. C'est clair. En fait, le processus, c'est un processus vivant. Mais là, j'ai envie de dire aussi, on revient un peu sur la question de l'individuation, dans le sens où, en fait, la frontière entre le vivant et le non-vivant, à partir du moment où voilà, on utilise des cellules, c'est pas que ça se pose en tant que vivant ou non-vivant, on est dans des processus qui sont toujours vivants. Et même dans les xénobots, ce sont des processus qui sont toujours biologiques. La question est plutôt dans la reconnaissance et à partir de quel moment le système devient autonome. C'est là aussi qu'on peut reconnaître la question du biocentrisme, en fait. C'est à partir de quel stade le système biologique, le processus biologique en cours, va devenir un système autonormé, je puis dire. Et donc là, c'est une question voilà, qui est intéressante parce que, on revient un peu aussi au débat, tiens, la valeur d'embryon, quand on parle de ces questions d'avortement, etc. Ben, en fait, là aussi, à partir de quel moment l'individu apparaît, du moment où je parle du zygote jusqu'à l'embryon, puis le nouveau-né, où est le début de l'individu? C'est difficile à dire. D'un point de vue biologique, il est toujours là, puisque même, qu'est-ce qui se passe avec la fécondation? Ben, en fait, la cellule initiale était déjà vivante, quoi. L'ovule était déjà là, il était déjà vivant. Le spermatozoïde, oui, il va léguer son ADN, il va activer, il y a un processus d'activation. Ce processus d'activation qui va permettre le développement de l'embryon, il pourrait même se faire en l'absence de spermatozoïde. C'est une décharge calcique, soit. Mais bon, ça peut se faire et ça va donner un embryon. Donc, ce n'est pas la question de où est le vivant et le non-vivant, c'est plutôt la question de l'autonomie, de l'autonormativité. À partir de quel moment le système devient, je dirais, son centre de perspective, quoi. On va parler un peu techniquement, mais déjà plus loin. Mais c'est-à-dire à partir de quel moment il s'attribue une valeur dans son propre développement. Je vais poser une dernière question. Et bon, nous avons explosé le compteur de temps, donc nous allons nous arrêter là. Et probablement, oui, effectivement. Et donc, je ne devrais. Ouais. Mais je vais quand même poser la question parce que, en fait, j'ai envie de la savoir. Et peut-être dans le cas du montage, nous allons peut-être garder cette question, peut-être pas. D'une façon assez naïve. Je vais dans un parc, je vois une plante. Mérite-t-il d'exister ou est-ce que je peux simplement l'écraser? Je l'ai tué. Alors, sauf que, si elle a une valeur, etc., peut-être en fait je ne devrais pas l'écraser. Sauf que, quel est son niveau d'autonomie? Je veux dire, il est là.
Parce que s'il a, sauf que à ce moment-là, l'embryon, en fait, là aussi, parce que l'embryon est dans un processus de grandir pour devenir lui-même, Tout etc. à fait. Donc c'est que si, Mais il faut faire attention à ce niveau-là. Quand je parle du niveau d'autonomie, il est toujours pluriel. D'un point de vue biologique, il est pluriel. C'est pas qu'il y a un moment où il y a un niveau d'autonomie. Et c'est là où on se heurte à la complexité du vivant. Il y a pas, moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas de réponse simple à ta question. Pourquoi? Parce que, oui, je peux regarder au niveau des cellules, même la cellule en tant que telle, voilà, il y a une certaine autonomie. Le système cellulaire, il y a un certain niveau d'autonomie. Et puis même, il ne faut pas oublier aussi, parce qu'on discute de cela, mais il y a aussi nos relations à nous, sociales. Nous attribuons aussi cette valeur parce qu'on est dans des relations sociales. Il ne faut pas couper, je dirais, le vivant, ici la reconnaissance du nouveau-né, au niveau social aussi. C'est fondamental, ce n'est pas quelque chose qui vient après ou à part. Donc c'est multidimensionnel. sauf que dans le pire des cas, je peux dire, attention, n'écrase pas la pauvre petite plante, parce qu'elle n'a pas de catégorie sociale, Mais alors tu sais qu'il y a mais quand on réfléchit à cela, n'écrase pas ou ne mange pas, des plantes se développent, produisent des fruits, par exemple, hein, qui sont des parties tout à fait vivantes de la plante, qui sont juteux et qui vont. Qu'est-ce qui se passe? La plante, entre guillemets, c'est pas qu'elle réfléchit, mais elle compte sur le fait qu'elle va se faire estropier d'une partie d'elle-même pour se disséminer. Donc, c'est pour te. et donc je l'empêche de se reproduire. Ah bah non, au contraire. En mangeant en le la fruit. mangeant, Ah non, en mangeant. on participe à sa reproduction. Si vous faites bien caca dans la forêt, normalement, Voilà. c'est Ah, bon. d'accord. Ah, voilà, il y avait un échelon Il y a quand même- de la réflexion qui Voilà. me manquait. Mais c'est pour D'accord. dire la Non, mais complexité de la question. il y a- Il n'y a pas de réponse nette. Hein. C'est un peu comme au début de l'émission. Il n'y a pour- pas de réponse nette à ça. Pour revenir sur la question avec un autre, parce que je suis d'accord, j'ai pas d'opposition cette fois-ci avec. J'ai pas eu de forte opposition non plus durant l'émission. Il y a des courants comme l'écologie profonde qui ont défendu une position qu'on peut appeler d'égalitarisme, d'égalitarisme plutôt entre tous les êtres vivants, et donc tu n'aurais pas le droit, selon d'écraser cette plante. En revanche, beaucoup de courants dans l'éthique environnementale vont dire que la question n'est pas si j'ai le droit d'interférer ou non. La question n'est pas de dire est-ce que je n'ai pas le droit de l'écraser parce que la plante est telle ou telle autre chose, mais pourquoi j'interférerais avec la plante de manière négative. On revient à Donc, une question d'intention. oui, la question serait la preuve de la preuve, c'est à toi de l'apporter. Pourquoi est-ce que moralement j'ai le droit de faire quelque chose et non pas te dire ah bah ce récipiendaire de mon action morale, la plante, a telle ou telle valeur, telle ou telle caractéristique, ce qui m'empêche de faire telle ou telle chose. C'est Pour ton l'homme, choix qui doit être motivé. Pour les hommes, on le fait. On dit qu'un homme est dépositaire d'une dignité. Non, oui, mais inaliénable. tous, indépendamment de leurs caractéristiques. Parce que ce sont des êtres humains, ils ont une valeur qui est la même pour tous les hommes, que ce soit chez Kant, etc. Sinon, ça nous amène à des conséquences qui sont un peu dommageables politiquement. Et on se retrouve vivre aux États-Unis. Mais je ne crois pas que c'est de dire que c'est de refuser la valeur aux vivants. Mais je pense qu'il y a une. Enfin, si je comprends bien ce Non, que tu veux ce dire. que je veux dire, La c'est dans question, l'intention. C'est ça, c'est l'intention. Enfin, c'est le rapport qu'on entretient, en fait. C'est dans le rapport qu'on entretient avec le vivant. Et c'est l'idée que la question n'est pas de dire est-ce que je peux nuire à cette plante, c'est parce que la plante aurait certaines caractéristiques. C'est plutôt moi justifier l'action humaine, enfin l'interférence humaine sur les autres espèces et sur les écosystèmes. C'est-à-dire que la charge de la preuve revient à la personne qui agit, non seul, et pas en fonction des qualités de la chose qu'il reçoit. Et c'est une distinction parce que ça implique l'idée d'une sorte d'impartialité entre les êtres vivants, mais qui implique aussi l'idée qu'il peut y avoir une gradation. Et finalement, une plante, puisqu'elle a été bouturée, puisqu'elle se reproduit, si vous prenez, je ne sais pas moi, un pissenlit, écrase le pissenlit, c'est très bien. Écrase-le, le pissenlit. Ses spores vont aller aux alentours, il va se reproduire, etc. Et donc, on peut faire la réponse est graduelle, comme le disait Yannick. C'est complexe, et il y a l'éthique environnementale n'a pas apporté une réponse claire, nette, en disant non, je n'ai pas le droit d'écraser une plante quand je me balade dans un parc, etc. Ça dépend de la complexité du réel. Et un pissenlit, c'est pas une rose. C'est sûr que si j'écrase une rose, ça va pas aider à sa reproduction. Un pissenlit, si. C'est une spécificité des plantes. Et c'est l'idée que c'est pas parce que les choses ont une valeur intrinsèque ou une valeur morale qu'elles sont forcément égales. Qu'on soit biocentriste ou qu'on soit écocentriste, etc., on n'accorde pas forcément la même valeur à tous les écosystèmes. On peut avoir une sorte de gradation. Certains écosystèmes sont plus
à préserver que d'autres, pour X ou Y raison. Parce que tout à l'heure, donc, c'est toi-même qui disais, oui, mais à partir du moment où tu répondais à Yannick, où tu lui disais, oui, mais c'est que si tu vas chercher une raison utilitariste, c'est que tu ôtes sa valeur intrinsèque à l'objet parce que tu le justifies autrement. Certes, oui, si tu attribues une valeur instrumentale à un objet, tu lui nies sa valeur intrinsèque. Par contre, avoir une valeur intrinsèque, ça ne veut pas dire que si tous les objets naturels ont une valeur intrinsèque, ça ne veut pas dire qu'ils ont la même valeur intrinsèque. La même valeur. Je veux dire, aucun éthicien environnemental ne va probablement vous dire que si un bébé menace de tomber dans un puits et qu'en tombant s'il tombe dans le puits, il n'écrase pas le pissenlit ou la fleur rose qui est sur le sol s'il tombe du bon côté, alors il faut le laisser tomber dans le puits pour sauver la rose. Personne ne dit ça dans l'éthique environnementale. Parce qu'on est capable de juger les valeurs différentes, que ça soit par des bons... je ne veux pas rentrer dans le détail des argumentations, mais on pourrait le justifier tout simplement à la manière des sentimentalistes écossais, comme Hume, Adam Smith, etc., et dire que j'ai une certaine proximité, une certaine familiarité, une certaine empathie que je suis capable, ou sympathie plutôt, que je suis capable d'avoir avec le bébé, que je ne suis pas capable d'avoir avec la rose, ce qui fait que la rose a bien une valeur intrinsèque et a bien une valeur morale, mais le bébé en a une supérieure. Ça serait une justification, il y en aurait d'autres. Qui, en somme aussi, on peut ce même argument esthétique, je veux dire, cette empathie ou cette familiarité. Ou de reconnaissance. De reconnaissance. Une certaine reconnaissance. Donc, je pense effectivement, c'est ça qui est important. Et pour ça que je parlais de rapports aussi sociaux. On ne doit pas les mettre de côté. Dans ces questions-là, il y a vraiment des questions de choix ou de reconnaissance sociale, qui fait qu'effectivement, la valeur, si elle peut être reconnue, elle va être variable, quoi. Donc, c'est vraiment les degrés de la valeur qu'on va accorder va changer en fonction du rapport social aussi qu'on entretient, de la reconnaissance. Quand je dis rapport, c'est vraiment de la reconnaissance sociale qu'on va avoir. Donc ça, pour moi, c'est un élément important dans l'analyse de ces questions. Bon, ayant dit tout cela, chers amis, je vous remercie d'avoir participé à notre émission et 5e épisode de la revue Philo. Un grand merci. Voilà. C'est simplement. C'est fini. C'est toujours bizarre le début. Ouais. Bonjour. Merci. Et à la fin, Tu veux qu'on redise? Merci. On peut le refaire. Hein. Non, c'était nul. Non, mais on peut, il n'y a pas de souci. Tu veux qu'on fasse des gestes? Un grand merci pour cette participation, pour notre invitation. Oui, mais parce que c'était un peu sérieux. Tu vois, c'était un peu sec. On peut. C'est comme quand tu invites un truc. Des fois, les gens arrivent à remercier tout le monde. Moi, je suis stressé. Tu mets ça. Je ne remercie pas les gens. C'était sympa.